Bien, donc rebonjour à tous. Alors pour cette deuxième table ronde, en fait, on s'était un petit peu interrogé sur les thématiques qu'on pouvait aborder. Et on s'est dit que dans le département et plus largement dans la région, eh bien, on avait un tissu économique finalement assez orienté au niveau des PME. Et quand on regardait les grandes enquêtes au niveau national, eh bien, tout ce que l'on voyait au niveau de l'utilisation du e-learning, toutes les enquêtes tournaient autour des grands groupes. Donc l'objectif qu'on s'est mis en place, eh bien, c'était de se poser cette question-là. Est-ce que la formation en ligne, finalement, est-ce qu'elle peut s'adapter aux problématiques des petites et moyennes entreprises? Donc pour cette deuxième table ronde, j'ai demandé à Adrien Ferraud de l'Université de Rennes 1 de nous faire un petit éclairage sur justement l'évolution des différentes pratiques de formation à distance au sein des PME. À Elisabeth Derillac de Cifadis de venir un petit peu nous parler de justement cette problématique telle qu'elle est vécue aujourd'hui par les petites et moyennes entreprises. Et puis on terminera avec un élargissement de Michel Nison et du Lang, justement sur l'ouverture un petit peu à l'international et de se poser la question finalement ce que l'on rencontre au niveau local est-il de manière plus générale ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs également un petit peu partout dans le monde. Voilà, on va passer à la partie un peu débat. S'il y a des questions sur tout ce qui a été dit là pendant... Bonjour. J'ai la chance d'avoir travaillé dans un grand groupe qui formait son personnel, d'avoir été manager, donc plus que le formateur, c'est le manager qui va compter, je rejoins madame. Moi j'étais attentif à ce que les gens de mon équipe soient tout le temps bien formés et prennent le temps de le faire. Après, en plus petite structure, et du coup la formation en ligne peut-elle s'adapter aux PME, j'aurais voulu juste dire que est-ce qu'elles en ont besoin? Je prends l'exemple tout bête d'un charpentier, la formation en ligne pour un charpentier va être vachement limitée. En tout cas, ses équipes. Pour autant, il aurait été intéressant de traiter de la formation des gérants ou patrons de PME. Et là, je rejoins madame sur l'idée des visiteurs médicaux. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'adresser aux dirigeants des entreprises, les former via la formation en ligne, tout à fait de manière didactique. Et après, on retrouve dans une situation où les PME sont dans un rapport à la formation qui est assez proche d'un ancien temps dont parlait M. Ferraud, qui est celle du maître artisan, où la tradition ne se fait pas en ligne, mais oralement. Donc en fait, là après, on rejoint plus sur la co-rédaction ou la création, enfin ce que vous disiez en fait, à savoir qu'il faut synthétiser le savoir du dirigeant pour avoir de meilleures prestations d'entreprise ou autre. Là, c'est un autre métier. Mais en fait, le débat là de savoir si les PME peuvent être formées en ligne, 3 personnes se forment oralement autour d'un verre. On parlait des banquets là tout à l'heure, mais c'est quand même plus autour d'un verre. Pour revenir sur la partie anglaise, vous avez la chance que l'État français souhaite, alors là je parle un petit peu étant bretonnant ou en voie de le devenir, l'État français pousse beaucoup l'apprentissage de l'anglais. Donc là, le fait que vous exprimiez que les particuliers souhaitent passer le TOEIC, peut-être juste se dire qu'ils ont peur de ne pas trouver de boulot parce qu'ils ne parlent pas anglais. Voilà. Détrompez-vous, la France fait des incantations sur le niveau d'anglais des Français depuis des décennies, et la France pour Edulang c'est 3% du marché, quoi. Donc en fin de compte, il y a de gros besoins, mais les Français ne ressentent absolument pas le besoin, les formateurs d'anglais vous le diront, de la nécessité pour eux de maîtriser l'anglais. Ce qui n'empêche rien, effectivement, à avoir des racines, c'est-à-dire ça peut être par la langue bretonne, et pour être bien, avoir des racines, et aussi être bien avec la langue anglaise, qui est la langue de la globalisation. Et on est bien dans la globalisation si on a des racines. Donc, je ne veux pas opposer l'enseignement de la langue bretonne avec l'enseignement de la langue anglaise, quoi. Non, je dis juste qu'en fait, de toute la journée, on entend parler de B2I. Je suis informaticien de formation. On entend parler de B2I, on entend parler de e-learning, de plein de termes anglais. Quelque part, il faut aussi revenir à des choses un peu plus terre à terre. On parle des PME. Tout le passage oral et autres n'est pas négligé. Et en ça, je rejoins assez M. Ferraud qui parlait tout à l'heure d'une espèce d'intelligence collective où on va aller chercher l'expert pour ce qu'il a à donner, quoi.
Et plus ça va, là, on sort tous son mobile, son androphone, on cherche tous à faire une appli dessus. Pour autant, qu'est-ce qui reste de la vie concrète, quoi. Donc il y a aussi ces aspects-là dans l'e-learning à voir, c'est qu'aujourd'hui on parle que de choses purement papier, tout ce qui est le physique, quoi, faire à manger, taper sur une pointe, tout ça, ça va être difficile d'en faire par l'e-learning. Donc de facto, on pourra pas, les 500 000 entreprises ne pourront pas y toucher. Je voudrais juste réagir, mais de façon intellectuelle par rapport à ce que vous dites sur la réoralisation. Un professeur danois, qui est le professeur Petite, avec des T partout au milieu, parle de façon très juste de fin de la parenthèse Gutenberg. Je m'explique. La parenthèse Gutenberg, ce sont des savoirs structurés, posés quelque part, posés dans un objet qui est aussi un dispositif technologique qui s'appelle le livre. Et plus le livre est gros, plus le savoir semble être formel. En gros, un journal est moins conséquent qu'un périodique, qui lui est moins conséquent qu'un livre de poche, qui est moins conséquent du magnifique livre rayure cuir que vous avez quelque part et que peut-être vous n'avez jamais lu. Il dit que maintenant, nous passons à une phase où c'est une phase que, encore une fois, les anthropologues et les documentaristes appellent de redocumentarisation. Cette phase de redocumentarisation est basée sur la confiance que nous accordons à la personne qui redocumente. Un exemple tout simple que vous voyez, je pense, chaque jour, c'est qu'en sur Facebook, vos amis s'indiquent des films, des informations, etc. Et vous avez tendance à cliquer sur ces films ou ces informations, d'autant plus que cette personne vous est proche, ou que vous lui faites confiance. C'est la raison pour laquelle, sur Facebook, des pages, par exemple la page du master de l'e-formation, ou la page de mon association, existent, et ils ont des amis, c'est-à-dire des personnes qui font confiance sur la nature de la redocumentarisation. Et la question qui est posée par le professeur Petite, c'est finalement, on est rentré dans la parenthèse Gutenberg pour pouvoir mettre à distance l'oralité qui était aussi pouvoir de l'évêque qui disait il y a la vérité là-dedans, mais tu ne sais pas la lire, et de toute façon, à l'époque, un livre, un non-luminaire, coûtait exactement comme un petit studio à Paris. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient avoir des livres chez soi. Quand on avait 100 livres, c'est parce qu'on était riche et noble, etc. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde où des savoirs distribués sont partout, y compris de très grande qualité, où nos cadets s'en foutent complètement du droit d'auteur, complètement. L'histoire de verrouiller partout, etc., ça va leur éclater aux grandes entreprises dès que les milléniums auront pris le pouvoir. Parce que c'est ridicule. Aujourd'hui, on parle beaucoup, un autre terme, vous pourrez chercher, de wikinomie. Wikinomie, c'est l'ouverture de l'information, y compris des grandes entreprises, pour que le partage permette d'enrichir l'entreprise elle-même. Procter & Gamble font ça pour la recherche. Ils donnent quelques éléments de recherche et disent à tous les autres chercheurs, venez nous aider. Si on dépose le brevet, on partage le gâteau. Il y a des réflexions qui sont de nature anthropologique. On va beaucoup plus loin que le e-learning, de nature de philosophie politique, et ces réflexions-là doivent cadrer notre pensée, parce que la réponse n'est pas technologique, voire elle n'est pas pédagogique. Elle est aujourd'hui civilisationnelle. Et je pense vraiment que les petites entreprises, celles qui sont encore un petit peu éloignées de ce e-learning parachuté, etc., peuvent construire quelque chose en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui de la réoralisation, mais c'est une oralisation numérique. Ça existe, monsieur. Tout ce que je vous raconte, vous pourrez le trouver sur Internet. On sort de la parenthèse Gutenberg, la parenthèse livresque, la parenthèse de formalisation et du pouvoir associé à la formalisation et au secret, pour entrer dans une nouvelle ère qui est celle de la réoralisation et de la redocumentarisation. Et ceci, on ne sait pas ce que ça va donner. On a vu ce que les révolutions dites Facebook ou Twitter ont donné de l'autre côté de la Méditerranée. Personne n'a vu venir ça. Le monde est en train de changer. Nous sommes à l'intérieur de ce monde, réfléchissons autrement.
Et je pense que les petits, les individus, comme vous le dites très justement, monsieur, mais aussi les petites entreprises auront des choses à faire dans cette révolution des savoirs et du travail qui s'annonce. Je crois qu'il y avait une autre question. Pascal Coban. Donc c'était plus sur une remarque par rapport à ce qu'on disait sur les petites entreprises. C'est-à-dire que vous disiez à juste titre, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer oralement et qui peuvent se passer oralement et mettre un coup, je ne sais quoi, c'est plus une technique orale. Par contre, toutes les petites entreprises aujourd'hui sont soumises aux mêmes réglementations que les grandes. Et la réglementation, on sait tous qu'elle tombe régulièrement et qu'elle tombe la veille pour le lendemain. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à penser pour les aider, qui peuvent être mutualisés, parce que comme vous le disiez, bon, ça se fait très bien dans des franchises ou par ce moyen-là ou d'autres, mais il y a certainement quand même une porte d'entrée pour pouvoir aider et développer ces déploiements qui sont beaucoup utilisés dans les entreprises, c'est juste à temps. Donc il y avait un peu ça, et puis il y a le fait aussi que votre réflexion sur le fait que le e-learning ne marchait pas, c'est vrai, a priori c'est vrai, et moi je donne aussi mon expérience d'entreprise, c'est-à-dire que un e-learning qui est posé dans un petit coin et qui n'est pas porté en quelque sorte dans les objectifs, dans la stratégie, donc dans le sens que je donne moi et que mon entreprise donne à ce qui va être donné dans ce e-learning, ça ne peut pas marcher, mais c'est pas que sur le e-learning que c'est vrai, c'est surtout. Donc je pense aussi que ça n'a pas été porté comme ça jusque-là dans les entreprises, ça n'a pas été aidé par les apprenants parce que malgré tout, et là l'université est peut-être aussi entre autres fautive, c'est qu'en France, ce qui est important, c'est de se consacrer à la formation et d'avoir un diplôme. C'est ça aujourd'hui, c'est pas du tout les visions qu'on a en Angleterre ou ailleurs, mais en France c'est ça. Donc c'est vrai que moi, si je regarde pour moi, c'est vrai aussi que de temps en temps, j'ai pas l'impression d'apprendre, enfin, si, j'ai de plus en plus l'impression d'apprendre, mais il y a des prérequis qu'il faut lever pour avoir une ouverture par rapport à ce nouveau monde. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. Bonjour, Michel Gall de la Mito. J'avais une réflexion, une question. La visioconférence, aux définitions, va se banaliser, les prix vont chuter, ce sera gratuit. Et c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de l'e-learning, mais je suppose que les outils multimédia que l'on connaît aujourd'hui ne sont pas toujours facilement accessibles et agréables à utiliser. Est-ce que ça commence à apparaître sur les smartphones avec FaceTime, ça va se banaliser avec la télévision qui va se connecter sur Internet, donc la possibilité de voir son formateur en haute définition gratuitement, d'interagir avec lui. Est-ce que c'est pas une révolution technologique qui va modifier le marché de l'e-learning? Je m'adresse à vous trois, également dans le domaine de l'anglais, le fait de pouvoir communiquer de visu en haute définition avec un enseignant d'anglais en face de soi. Merci. Désolé de te contredire, Michel, mais un des plus grands acteurs au Japon, peut-être qu'ils étaient un peu trop en avance, mais c'était la plus grande école d'anglais au monde. Et ils étaient venus à Paris à Expoland il y a 3 ou 4 ans, et tout le monde les avait admirés. Et leur système était justement un système de vidéoconférence par la télévision. Et l'entreprise a fait faillite. C'était la plus grande faillite d'école de langue. Bon, c'est un clin d'œil, mais déjà Skype, l'utilisation de Skype qui permet effectivement le concept, c'est que la communication maintenant à distance est gratuite. Donc l'utilisation de Skype fait que l'impact sur notre métier, c'est qu'il y a des acteurs comme GoFluent qui se positionnent sur le marché des entreprises avec des formateurs d'anglais qui viennent d'Indonésie, où les prix de la main-d'œuvre sont extrêmement bas et où ils peuvent avoir des prix de revient de l'heure de formation d'anglais à 5 ou 6 euros, quoi. Donc la conséquence de l'utilisation de Skype sur le marché des cours d'anglais, c'est que les professeurs d'anglais dans des pays occidentaux comme en France peuvent être la nouvelle sidérurgie de demain par l'utilisation de technologies comme Skype qui met en compétition le professeur d'anglais indépendant qui vend ses heures de cours entre 70 et 100 euros. Il est en compétition avec le formateur d'anglais indonésien. C'est un pays où il y a beaucoup de professeurs d'anglais. GoFluent est le premier employeur
avant le ministère de l'Éducation nationale en Indonésie. Donc vous voyez, ça montre un peu l'ampleur du phénomène. Et donc, les professeurs d'anglais aujourd'hui sont en compétition avec tous les professeurs d'anglais du monde. Alors il y a 2 façons pour les entreprises privées d'aborder le sujet. Enfin, il y a même 3 façons. La première, c'est de dire, eh bien, on va faire du dumping au niveau des prix avec des gens qui ne payent pas de charges sociales et le consommateur français va bénéficier de ça. Et on va faire pression. Donc il y a des plateformes ouvertes qui se créent, et sur le plan éthique qui sont un peu à revoir, parce qu'elles essaient de faire une pression sur le prix de l'heure de formation pour l'amener à un prix qui est en dessous du prix de subsistance d'un formateur indépendant qui paye ses charges sociales, quoi. On peut avoir une autre façon d'envisager ces plateformes, c'est d'essayer d'exporter notre modèle en misant sur la qualité, en communiquant sur la qualité, et essayer de pousser vers le haut le prix d'heure de formation de ces formateurs en Asie. Malheureusement, c'est la première tendance que l'on constate aujourd'hui, qui est très très forte, et les grands groupes sont très friands d'acheter pas cher l'heure de formation. Et on arrive à des extrêmes aujourd'hui où l'heure d'un professeur d'anglais sur Internet est moins chère que l'heure d'une femme de ménage. Il faudrait peut-être s'interroger sur la viabilité sociale d'un tel modèle, quoi. Oui, alors moi je réponds sur un volet un tout petit peu différent. C'est vrai que ce qui est parfois frustrant et difficile quand on est plateformiste comme Cifadis, c'est que les gens dans les entreprises font pas, comme on disait, c'est vrai que les frontières s'abattent de plus en plus entre le privé et puis le professionnel. Et dans les entreprises, parfois les clients sont un peu frustrés de ne pas pouvoir retrouver autant de confort qu'ils trouvent quand ils utilisent leur Internet, c'est-à-dire de la vidéo, une qualité d'utilisation de Skype, des outils de webconférence, etc. Or, ce qui se passe souvent dans les entreprises, c'est qu'on tombe dans des environnements qui sont parfois extrêmement sécurisés, donc qui empêchent tout simplement l'usage même d'outils de webconférence de manière simple. Et du coup, coexiste ce décalage, et la réalité est que malgré tout, même si dans des usages privés, on sent bien qu'il y a une augmentation en fait de la capacité d'utiliser des outils fortement médiatisés, quand bien même dans les entreprises, souvent on a des freins techniques tout simplement qui nous empêchent d'être autant à la hauteur dans l'environnement professionnel qu'on puisse l'être dans l'environnement privé, quoi. Voilà. C'était juste une petite remarque. Donc pour moi, c'est vrai que l'introduction quand même, enfin, on va améliorer un tas de choses quand même. Je pense on voit bien, on introduit de plus en plus quand même de choses, de la 3D, de la vidéo, des choses comme ça quand même dans la formation à distance. Mais c'est quand même pas, toutes les vannes sont quand même pas encore ouvertes pour pouvoir faire tout ce qui nous plaît, quoi. Ouais. Oui, juste dire encore 2 choses. Les tendances fortes, sont celles que vous dites, c'est-à-dire l'utilisation de la dimension synchrone à distance, ça c'est clair, c'est indépassable. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est au niveau notamment du rapid e-learning et autres, l'utilisation de plus en plus importante de la vidéo. La vidéo, on peut la faire maintenant avec son téléphone, etc. Sauf derrière, c'est comme le rapid e-learning. Ce n'est pas parce qu'on donne du rapid e-learning à une personne en disant, tu sais, tu prends ton PowerPoint, tu peux mettre du son dedans, etc., qui va faire quelque chose qui est pédagogiquement correct. La vidéo, c'est pareil, ça, il y a une écriture audiovisuelle, donc ça serait important de l'enseigner. Je pense que de l'enseigner dans l'école primaire, ça serait bien aussi. Parce que nous sommes dans ce monde-là, et donc il faut l'accepter. Et quant à la dimension synchrone, alors je vais un petit peu revenir en arrière par rapport à ce qu'on a dit. Alors les analyses que nous on faisait en tant qu'Observatoire national de la e-formation, vous voyez, je n'utilise pas le mot anglais, et nous montraient que certains dispositifs totalement à distance marchaient aussi.
Ça dépend du public et ça dépend aussi de la durée, ça dépend du contenu. Donc on ne peut pas dire que tous les dispositifs à distance ne marchent pas. Certains marchaient, y compris quand les personnes n'étaient pas forcément volontaires, mais c'est assez rare quand même. Et de l'autre côté, par contre, il faudrait qu'on sorte de cette différence. Alors, mes étudiants savent que je différencie de façon forte la notion de présence et la notion de proximité. Ce n'est pas parce que nous sommes à proximité que nous sommes en présence de l'autre, parce qu'on peut être à proximité, ne pas accepter l'altérité, et on peut être à distance et puis se mettre en relation avec l'altérité de l'autre, et donc la communication existe. Donc en réalité, il y a 4 formes de rencontre. Il y a une forme de proximité en absence, ça existe, hein. Vous le savez bien, la personne qui ne vous écoute pas, qui est sur son Twitter ou autre, peu importe. Avant c'était à côté du radiateur, maintenant c'est à côté de son iPhone. Après c'est la formation présentielle en présence. Là ça marche bien quand l'animateur est excellent, donc il capte l'attention en regardant les personnes, en leur posant des questions, tout ça. Vous avez, hélas, pour une grande partie du e-learning, l'absence à distance, il faut le dire, hein. Et puis vous avez aussi la présence à distance. Et moi je crois que c'est important de dire ça, parce que la présence à distance sera de plus en plus valorisée. La dimension synchrone crée véritablement des espaces de rencontres possibles. Les nouvelles plateformes synchrones, les classes virtuelles, peuvent permettre de faire à l'intérieur même de la classe virtuelle des espaces séparés, et on va créer des dynamiques de petits groupes. J'espère avoir cette nouvelle version à partir de 2011-2012 pour faire travailler en dynamique de petits groupes à l'intérieur même de la classe virtuelle. Et donc oui, on va dans cette direction-là, c'est très clair, il y a une exigence du synchrone. Alors pour répondre à Elisabeth, c'est vrai que cette problématique-là est ce qui finalement donne un atout pour les toutes petites entreprises. Parce qu'elles n'ont pas ces problèmes de sécurisation, d'un responsable des ressources informatiques qui arrive et qui dit non, pas question de driver, de syndiquer Dailymotion, pas question d'aller sur Facebook, pas question de rien, et que finalement, même pas une vidéo on peut mettre parce qu'il a bloqué par exemple les WAV. Hein. Donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation. Au-delà du blended learning, moi je pense vraiment que c'est plutôt l'enjeu synchrone asynchrone qui va être le grand enjeu de l'e-formation d'aujourd'hui, hein, pas seulement celle de demain. Alors on arrive un petit peu au bout du temps qu'on s'était donné. Il y a peut-être une dernière question ou pas? Oui, au fond. Oui, ce serait plus un commentaire. Donc Marc Vancoli, je vais représenter en quelque sorte Stéphanie Vincent qui s'excuse vraiment de ne pas avoir pu venir en dernière minute. Donc je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Adrien Ferraud sur en fait les TPE. Et en fait quelque part l'usage maintenant du e-learning pour les TPE va peut-être passer aussi par les branches corporatives. En fait l'exemple de l'IFEF, donc l'Institut familial des emplois de la personne, eux ont mis en place un dispositif d'apprentissage qui est essentiellement basé d'ailleurs sur un réseau social au départ, ensuite une plateforme e-learning, mais on va dire qu'elle est accessoire dans le dispositif. Et ensuite, ils permettent à la fois aux salariés du domaine des assistantes maternelles ou des assistantes de vie, et aussi aux employeurs de même de se former, que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin de recruter quelqu'un à domicile. Et donc là, on voit bien aussi un des volets, on va dire, de l'usage des technologies aujourd'hui, qui est qu'en fait, une branche peut décider au niveau associatif, corporatif, de déployer un dispositif et le mettre à disposition des autres. Ce qui permettra peut-être effectivement d'arriver à des économies ou des organisations avec une échelle qui se rapprochera de l'exemple qu'on a eu tout à l'heure. Exactement, ça permet ensuite de faire appel à des plateformistes ou de choisir des solutions open source. Et là d'ailleurs, je trouve ça d'ailleurs intéressant parce que je pense que les personnes qui travaillent à domicile souvent sont assez isolées. Et autant des fois ces modalités de formation personnalisée par rapport à de la formation présentielle peuvent générer un sentiment d'isolement. Là au contraire, je trouve que l'introduction du e-learning, enfin la mise à disposition de contenu de formation en ligne pour les personnes qui travaillent de manière isolée, du coup,
crée un lien. Ça fait presque et ça, je trouve ça effectivement du coup, parce que ça emmène les gens dans une structuration professionnelle et du coup, du coup là, la formation à distance crée du lien en fait, puisque ça va vers la personne. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs le système est centré sur un réseau social, justement pour renforcer ce besoin qu'ils ont en étant à domicile ou séparés les uns des autres. Bien, je vais remercier les invités, Adrien, Elisabeth et Michel, d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Vous souhaitez une bonne fin de journée, vous invitez à découvrir. Je remercie également l'ensemble des partenaires, donc la ville de Brest, BMO, et puis toute l'équipe de Scolanet, donc Alain, Olivier qui était là tout à l'heure, et Georges de Lug Learning là, qui a donné un bon coup de main également. Et puis en espérant, il y a un petit questionnaire, donc si vous voulez bien vous donner la peine d'y répondre, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu votre ressenti, puis on reste à votre disposition bien sûr pendant quelques temps encore là pour discuter autour des tables et des démonstrations. Donc encore merci de votre présence. Oui. Non, fini, je dirais d'après. Voilà. Et puis, du coup, tu m'as coupé, je sais plus. Enfin voilà, merci d'avoir été là. Et puis on espère qu'il y aura sûrement une deuxième rencontre. On en reparlera. Alors, juste pour vous dire que je suis très présent sur Facebook, donc si vous cherchez Adrien Ferraud, je vous accueillerai volontiers dans mon profil social. Et que, bien évidemment, je profiterai aussi pour vous dire qu'il y a une page, qui est la page du master de l'e-formation, à laquelle vous pouvez adhérer sur Facebook, pareil. Nous sommes présents que sur ce réseau social. Et je resterai aussi à votre disposition quelque temps pour des questions diverses si vous en avez. Voilà, merci beaucoup.